Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver avec Madame le professeur Kessler pour cet échange d'1 heure autour des questions que se posent les patients par rapport à cette fameuse pandémie, 5e vague en cours. Nous sommes le 9 décembre. Et puis, si nous avons un petit peu de temps aussi, nous serons intéressés d'échanger avec vous sur d'autres sujets, tout sujet en tout cas qui vous concerne et pour lesquels vous souhaitez poser des questions. Donc voilà, un petit mot d'introduction. Je sais pas, Monsieur Févotte peut-être qui représente France Train, peut-être un petit mot pour lancer la discussion. Je vous remercie, mais je n'avais pas prévu. Alors, une Non, mais question. je pense, professeur, que dans la situation d'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est un peu compliqué pour tout le monde. Nous recevons pas mal de demandes par rapport au RONAPREV, des choses comme ça. Mais en même temps, on a aussi à reprendre vraiment à travailler les questions de long cours sur les questions posées par la dialyse, et la greffe, l'insuffisance rénale, parce que on s'aperçoit que c'est vrai que tout tourne autour de la Covid en ce moment et on ne parle plus trop du reste, quoi. Donc, et il faudra peut-être aussi discuter un petit peu de la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui de nouveau avec les hôpitaux, les visites reportées, et notamment pour les insuffisants rénaux, quoi. Parce que je pense que ça redevient un peu critique, notamment avec le plan blanc qui est décidé dans la région, mais j'ai cru entendre aux infos qu'ils annonçaient pour le faire sur toute la France d'ailleurs. Donc voilà, voilà quelques points. Peut-être quelques mots sur la pandémie. Donc, euh, donc là, nous sommes dans la 5e vague. Alors, les chiffres d'hospitalisation sont très variables d'un établissement à l'autre. Les décisions de plan blanc ont été prises pour permettre aux établissements de s'organiser, de planifier des solutions pour accueillir éventuellement un afflux de patients Covid. Il faut souligner également qu'en fait la situation est particulière parce que nous ne sommes plus du tout dans la situation du printemps 2020 où il suffisait d'appuyer sur le bouton arrêt. Et là, aujourd'hui, pour les autres pathologies no Covid, aujourd'hui, comme vous soulignez, Monsieur Févotte, on doit absolument continuer de prendre en charge tous les patients, toutes les pathologies non Covid. Et ça, cette situation est délicate parce qu'en fait, il y a aussi au niveau des établissements hospitaliers des difficultés d'absentéisme important parmi le personnel pour des bonnes raisons, des personnes qui sont épuisées psychologiquement ou qui ont des problèmes de santé. Donc bon, c'est une situation bien sûr dont on aurait aimé se passer, mais bon, je pense que nous allons vraiment mettre les moyens pour faire en sorte que tout puisse être géré et géré au mieux. En tout cas, du point de vue de l'activité médicale, là actuellement, on n'est pas dans la restriction, hein. On a une petite baisse de programmation, mais qui est plus due au manque de personnel que vraiment au Covid. Pour citer un exemple qui est important, c'est qu'il n'y a pas eu du tout d'arrêt sur l'activité de greffe. Là, depuis les 2 semaines qui viennent de s'écouler, il y a eu 7 greffes. Au total, depuis le début de l'année, on est à 78 greffes. Ce qui est quand même nettement mieux que l'année dernière où on avait fait un peu plus que 60. Ça n'est pas encore évidemment le niveau des années de 2019-2018, mais bon, c'est quand même à la hausse et ça, c'est plutôt positif. C'est pas une réaction par rapport à ce que je viens de dire ou des questions qui vous viennent. Madame Kester, vous voulez ajouter quelque chose? Non, non, non. Pour l'instant, je suis plutôt en observation de voir quels sont les soucis des patients qu'on imagine bien. Et je crois quand même, enfin, vous savez que moi, je suis d'une optimiste forcenée. Euh, je crois quand même qu'il faut se dire qu'on n'est pas, et je ne crois pas qu'on va revenir dans les situations qu'on a connues. Pour tout un tas de raisons qui sont liées à la fois à l'avancée des connaissances pour prévenir
les connaissances pour traiter les formes graves de la maladie, et puis que du point de vue organisationnel, on sait quand même maintenant, à tous les niveaux, je crois qu'on sait faire et que ça ne sera, il y aura sûrement des, si ça doit encore augmenter, puisqu'on est toujours sur une phase ascendante, il y aura sûrement des conséquences, mais qu'elles n'auront rien à voir avec ce qu'on a connu en 2020. Et puis les premières, parce que je me réserve les bonnes nouvelles, les premières bonnes nouvelles qui nous viennent du nouveau variant sont que effectivement, il semble très, très contagieux, très virulent, mais qu'il semble relativement bénin par rapport aux variants précédents. Donc peut-être qu'il y aura beaucoup, beaucoup de cas, mais en tous les cas, on ne s'attend pas à ce que la proportion de formes graves soit la même que celle qu'on a connue. Voilà. Il est sensible aussi comment dire, il est sensible au vaccin Pfizer. Donc ça aussi, on le sait depuis hier. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour le variant Omicron. Donc ça c'est plutôt pour. Il est sensible aux trois injections, plus Ouais. qu'aux deux. Donc tout ça, c'est un élément de plus. Au cas où il y aurait encore, j'arrive pas à imaginer qu'il y a encore beaucoup de patients atteints de maladies rénales chroniques, sans suppléance, avec suppléance, qui ne soient pas vaccinés. Mais en tous les cas, s'il en restait une petite quantité, ça devrait les inciter encore à se dépêcher à se vacciner. Monsieur Févotte. Oui, avant de parler du Covid tout à l'heure, vous avez parlé des problèmes d'organisation qui pouvaient se passer dans les établissements. Enfin, je vous informe quand même qu'on a plus que de la tension par rapport au personnel, puisqu'on a quand même maintenant des établissements sur la région et plus particulièrement sur Nancy et Mont-Saint-Martin. Ils ont trouvé un palliatif, mais qui n'est pas plus mieux, mais où ils suppriment des séances de dialyse. Parce qu'il n'y a pas assez de personnel, quoi. Je veux dire. Alors, on a alerté l'ARS, mais comme d'habitude, la réactivité de l'ARS, elle est au degré zéro, quoi. Je veux dire, on attend un malheur pour que tout le monde fasse haro sur le sujet, quoi. On est très inquiet parce que, et on sent dans tous les établissements de dialyse, il y a de la tension sur le personnel aujourd'hui, hein. Ça nous inquiète fortement. Et avec un énorme problème, Monsieur Févotte, pour pallier ce manque de personnel. Parce qu'effectivement, comme disait Luc, on est bien plus gêné par l'absentéisme à l'heure actuelle que par la Covid elle-même. C'est que une infirmière de dialyse, ça ne peut pas se prendre, on ne peut pas prendre une infirmière à droite dans un autre service et la mettre en dialyse et qu'elle soit opérationnelle. C'est-à-dire qu'on sait bien que c'est une des formations les plus longues des infirmières dites spécialisées, même si elles ne sont pas reconnues comme des infirmières spécialisées, mais ce sont des infirmières spécialisées qui nécessitent plusieurs semaines de formation avant de pouvoir être lâchées dans un centre. Alors comment on fait? On ne peut pas claquer les doigts comme ça en disant, ben voilà. Sans être trop long sur le sujet, parce que je pense qu'il y a d'autres sujets très importants à aborder, je tiens quand même à dire que le problème, je ne suis pas sûr que ce soit le nombre d'infirmières formées qui soit en question. La question, c'est de les retenir, parce que le problème qu'on a, c'est qu'elles s'en vont toutes. Alors pour plein de raisons, mais les formées ne restent pas aussi longtemps qu'elles devraient. Et aujourd'hui, on voit dans beaucoup de centres, elles s'en vont, elles se reconvertissent. J'en vois en sophrologie, j'en vois elles quittent la dialyse alors qu'elles sont formées au bout de 5-6 ans, quoi. Et il n'y a pas que la dialyse qui souffre. Ah non, mais je suis d'accord. Mais moi, je parlais de la dialyse parce qu'on a quand même le problème, moi qui m'inquiète fort, des séances que l'on supprime pour des patients, quoi. Même s'il y a un accord médical, je pense que c'est pas possible. Enfin, ça va pas, quoi. Voilà. C'est un sujet majeur, hein, évidemment. Qui doit trouver sa solution par l'organisation, l'écoute des personnels, leurs attentes, faire en sorte aussi, je dis, d'essayer d'être attractif,
Bon, parce que si on manifeste, si on se plaint, etc., bon, ben, ça donne pas envie de venir. C'est quand même, bon, donc bon, mais c'est un sujet vraiment majeur, hein, je ne le conteste pas, hein. Donc, un point qu'il faut aussi souligner, c'est que on ne fait plus, on fait de moins en moins appel à la dialyse hors centre. Donc, soyons objectifs. On me parlait d'un cas d'un patient qui, comment dire, est inquiet parce qu'il va pas pouvoir dialyser la nuit et tenir son commerce le jour. Bon, ben, c'est peut-être que la dialyse hors centre est une solution. Enfin, nous avons en France un taux de dialyse hors centre qui est très faible. Bon, ça s'explique pour de multiples raisons, mais peut-être qu'il y a une piste là à regarder, hein. Je passe le message quand même parce que c'est une décision qui est bien sûr partagée avec le patient et qu'on doit étudier. Dans cette situation, même Kessler a connu la situation où la dialyse hors centre a été développée dans les années 70 parce qu'il n'y avait pas de place. Hein, ben c'était un moteur et donc bon. On a trouvé à l'époque une solution, c'est-à-dire que comme on était embouteillé, on aurait pu dire la même chose que ce qu'on dit dans certaines structures. On peut pas faire, on n'a pas assez de personnel, on n'a pas assez de ceci, on n'a pas assez de cela. Et il est vrai qu'à l'époque, quand c'est arrivé, on ne s'est pas assis sur notre derrière, si je veux dire, pour dire bah on peut pas. On a dit ben voilà, on va chercher une autre solution. Il fallait quand même le faire, hein. Hein, Monsieur Cuevas, des gens, bon, il fallait le faire à l'époque, hein, de partir dans les années 70, d'amener les patients à se dialyser à la maison. Bon, et ben, ça nous a permis de passer le cap du développement des structures de dialyse. Et je suis tout à fait en phase avec Luc quand je pense que certaines structures qui se plaignent de ne plus pouvoir faire face sont aussi des structures qui ne font pas appel à d'autres alternatives. Ce serait bien qu'on y pense. À ce sujet, si je me permets encore, professeur Frima, parce que j'ai été un peu surpris, on m'a rapporté que vous ayez dit que dans 10 ans, il n'y aurait plus de dialyse. Il me semble que ça n'a pas été bien compris, ou vous avez... j'ai été un peu surpris, comme je veux bien qu'un jour on nous débarrassera de ça, mais 10 ans, ça me paraît un peu jeune quand même. Je sais pas où j'ai dit ça, dans quel contexte. Il faut quand même, c'est une forme d'optimisme aussi parce que on a des recherches en médecine régénérative qui en particulier travaillent sur les cultures cellulaires. Et donc, imaginez de mettre en culture des cellules rénales, des cellules du tissu interstitiel rénal, c'est plus que dans la tête des gens, puisqu'il y a déjà des recherches à ce sujet. Et par exemple, imaginez de faire un prélèvement de cellules rénales par biopsie, et puis ensuite faire une culture et utiliser les cellules. Donc c'est bon, je suis d'accord avec vous, hein, je ne sais pas exactement quand est-ce que ce sera disponible, mais la recherche va très vite. Si on voit un côté quand même impressionnant de la situation de la pandémie, c'est que on a eu un vaccin à une vitesse extraordinaire, on a des anticorps neutralisants, on va reparler à une vitesse extraordinaire. Donc il y a un côté tout à fait positif de la recherche qui existe et bon, ben, si on a une régénération potentielle, je ne vais pas dire complète, hein, mais potentielle du tissu rénal qui permet de se passer de suppléance, ça sera beaucoup, quoi. Donc, bon, il faut comment dire, faut être positif. Souhaitez-vous un petit point sur la vaccination? Oui. Je pense que la question va venir. Oui.
Donc la vaccination, je vous rappelle, ça a commencé en France tout début janvier, donc avec 2 doses. Pour les patients immunodéprimés, et on a entériné l'idée qu'il fallait une 3e dose. C'était au mois d'avril. Dans les suites, l'immense majorité des patients, comme le soulignait Madame Kessler, ont fait une 3e dose, et on en était un petit peu là. Ensuite, il y a eu la situation de l'exploration de l'efficacité de ces vaccins avec les sérologies. Alors là, je vous dois une explication importante par rapport à cette fameuse unité, la BAU, Body Antibody Binding Antibody Unit. C'est de l'anglais. En fait, l'objectif de ce BAU, c'est de faire en sorte qu'on puisse comparer les résultats d'un test par rapport à un autre test. C'est une uniformisation proposée par l'OMS qui permet en fait de savoir où se trouve exactement le patient pour son niveau d'anticorps et pouvoir comparer d'un test à l'autre et d'un examen à l'autre. Donc c'est une uniformisation importante parce que il fallait qu'on puisse avoir des repères clairs. Donc ce BAU et cette sérologie étant comment dire validée, on a invité les patients à faire des sérologies dans le courant de l'été, et on a vu donc les sérologies arriver avec des situations malheureusement de non-réponse vaccinale ou de réponse vaccinale insuffisante chez un certain nombre de patients, puisque donc le taux de BAU, le seuil de BAU qui est considéré actuellement comme suffisamment protecteur, c'est 264. Donc ce 264, il est retenu de façon consensuelle, mais il sera peut-être amené à évoluer. En tout cas, il sera confirmé, je pense, dans les prochains mois. Mais en tout cas, c'est le seuil qui a été choisi de façon consensuelle. Si on est en dessous de 264, on n'est pas suffisamment protégé, et donc on estime actuellement qu'entre 4 et 264, là on fait partie des faibles répondants. Et en dessous de 4, on est complètement négatif, on n'a pas du tout développé d'anticorps. Donc voilà comment on interprète les choses. Alors par rapport à cette interprétation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Les toutes dernières recommandations, donc ceux qui sont supérieurs à 264 après 3 doses, il est recommandé de faire une 4e dose 3 mois après la 3e dose. D'accord ? 4e dose, 3 mois, un rappel de 4e dose 3 mois après la 3e dose. Donc beaucoup de patients qui ont eu la 3e dose avant l'été, mai, juin, juillet, sont dans cette situation. Nous envoyons des ordonnances, nous leur recommandons de faire ce rappel. On est dans une situation où on est passé de 6 mois à 3 mois, donc le rappel a été un petit peu avancé. Pour les personnes qui sont entre 4 et 264, là, ce qui est recommandé, c'est de faire aussi une 4e dose et de juger de la réponse vaccinale, parce qu'il y a quand même une proportion significative de personnes qui vont passer de cette zone 4-264 insuffisante à un niveau nettement supérieur, plus de 500, plus de 1000, et donc là, bingo, on est protégé. Donc la 4e dose a permis d'obtenir l'efficacité. Si après une 4e dose, on reste dans cette zone 4-264, on est toujours faiblement protégé, et à ce moment-là, on relève de l'indication de Ronapreve. Je vais parler de ce que c'est après. Et pour les gens qui, après 3 doses, n'ont pas du tout répondu, eh bien, ces personnes, c'est pas utile de tenter une 4e dose, on relève de Ronapreve. Excusez-moi, petite simple précision. Allez-y. Vous n'avez pas dit entre 4 et 264, la 4e dose, c'est 3 mois après la précédente ou 6 mois? Non, on peut la faire tout de suite. Il faut la faire tout de suite. On l'a fait tout de suite. Parce que c'est à préciser, parce que c'est vrai, c'est des questions qu'on nous pose. Donc. Oui, tout à fait, c'est à faire tout de suite.
si j'ai compris, après cette 4e dose, pour ceux qui sont entre 4 et 264, on refait à de nouveau un dosage, donc quelques temps après. Et combien de temps après? Aujourd'hui, la sérologie, elle a pour objectif avant tout de repérer les gens qui ne répondent pas ou qui répondent insuffisamment. Donc, on n'a pas encore pour l'instant le dosage suivant. Il n'est pas prévu. Chaque jour, ça change un petit peu. Monsieur Dru, vous aviez une question? C'est plus une remarque. Personnellement, je suis déjà effectivement à la 4e dose effectuée et on a remarqué que c'était extrêmement fluctuant dans le temps au niveau du nombre de BAE. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai fait une dizaine de jours, comme on m'avait conseillé, une première sérologie. Elle était déjà meilleure qu'à la fin de après la 3e vaccination. Et on m'a dit, refaites dans un mois et demi, une nouvelle sérologie pour voir. Et effectivement, là, j'ai atteint presque un 100. Donc, je vais être effectivement candidat au Ronapreve. Et je voudrais insister juste sur le fait que le BAU est très, très fluctuant, aussi bien au début qu'après une longue durée. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Il sans arrêt. L'évolution naturelle, c'est le pic et ensuite une diminution. Donc, chaque fois que vous refaites une sérologie, on va s'attendre à ce que le taux diminue s'il a été élevé. Sans compter les fluctuations entre les tests aussi, puisque moi j'ai un patient qui a fait un test dans 2 laboratoires le même jour et qui avait un taux vraiment différent. Bon, donc mais ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Les sérologies, bon, c'est un outil informatif qui nous aide, mais c'est pas encore complètement calé. Hein. C'est à chaque nouvelle maladie virale comme ça, il faut apprendre à contrôler les choses, quoi. Monsieur Boeuf, une question? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'avais des soucis de Oui. micro. Voilà, je suis intervenu, je suis arrivé à 15h10, mais j'avais pas de. Je vous entendais, mais vous ne me voyiez pas. Oui, la question, donc j'ai fait moi ma 3e injection, je ne sais plus, c'était au moment de l'été, je crois que c'était au mois de août-septembre. On a fait une sérologie donc, qui était a priori donc, bonne, puisque vous ne m'aviez pas rappelé, Luc. Par contre, est-ce que là, il faut que j'en fasse une sérologie avant de faire la 4e ou on ne se pose pas de questions? Non, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Faut le faire. Aujourd'hui, on ne fait plus de sérologie pour surveiller le taux s'il est élevé. On fait un rappel 4e dose 3 mois après la 3e dose. Hein, c'est recommandé. Monsieur Chartier? Oui, bonjour Monsieur Frima, bonjour Mme Kester, bonjour à tous. Quand je vous ai vu en consultation, Monsieur Frima, alors peut-être que ça a changé entre-temps, vous m'avez dit non négatif, pas de 4e dose. Donc je me permets de me poser pour mon cas personnel aujourd'hui, est-ce que j'y vais pas? A priori, on ne pose pas de questions personnelles dans les webinaires, donc, donc on peut se recontacter, Monsieur Chartier. En fait, je redis, si on n'a pas du tout d'anticorps après une 3e dose, on relève de Ronapreve. Si on est entre 4 et 264, ça vaut le coup de faire une 4e dose et de voir si on répond. Si on est au-delà de 264, rappel 4e dose 3 mois après la 3e dose. D'accord. Voilà. D'accord, ok. Monsieur Boeuf, une question encore? Non, c'est très bien. Non, impeccable. Ok. Merci. J'aurais une petite question, moi. Pourquoi? Ah, Monsieur Buchmann, pardon, oui. Oui. Pourquoi, dans certains laboratoires, ils uniformalisent le BAU et dans d'autres réponses, il y a un U seulement et pas le reste derrière, pour toujours des sérologies. Alors, c'est une question peut-être un peu bête, mais... Non, c'est pas une question bête du tout. C'est un U pour unité, mais il faut vraiment unit. Mais il faut vraiment demander un BAU. Votre laboratoire, maintenant, tous les laboratoires rentrent en BAU. Si jamais il ne figure pas sur la sérologie, vous êtes en droit de le demander.
Parce que sinon, il y a des formules pour transformer un résultat selon le type de test en BAU, mais nous, on ne peut pas faire ça, quoi. Non, mais c'est pas mon cas personnel, c'est une question générale, parce que bien sûr. On a eu des résultats comme ça et ça me paraissait bizarre. Non, mais c'est une information importante. C'est exceptionnel maintenant les laboratoires qui ne rentrent pas en BAU, mais bon, il faut le faire. Ok, merci. Je vous en prie. On continue avec Ronaprev. Oui, tout à fait. Alors, Ronaprev, c'est les anticorps neutralisants. Donc, le principe, c'est que en laboratoire, on fabrique des anticorps qui vont empêcher le virus d'être pathologique, d'être pathogène, pardon, de provoquer une infection virale. Alors, je commence par souligner qu'en fait, Ronaprev n'est pas le seul médicament, puisque dans les prochains jours, on attend un autre anticorps neutralisant du laboratoire AstraZeneca qui devrait être mis à notre disposition, hein, et avec a priori un petit avantage qui est une plus longue efficacité. Donc le principe, c'est que comme on ne fabrique pas d'anticorps, eh bien, on administre, comme le patient ne fabrique pas d'anticorps, on lui administre des anticorps. Donc ça, vous savez que ça a été autorisé mi-août en France. L'Agence européenne du médicament, elle a validé ces médicaments il y a 3-4 semaines, hein, donc la France était plutôt en avance. Bon, c'était absolument différent de la vaccination, puisque là, c'est vraiment des médicaments, des anticorps monoclonaux. Donc, on a eu une mise en place qui s'est faite de façon différente selon les territoires en France, selon l'évaluation du risque par les équipes médicales. Pour ce qui concerne donc notre centre en région Lorraine, on a plutôt été attentiste pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'avait aucun cas. Hein, puisque pendant 6 mois, en gros, de mai à novembre, on n'a eu aucun cas. Mais depuis là, une dizaine de jours, malheureusement, on a une recrudescence de cas, y compris des cas chez des personnes qui ont été vaccinées. Alors, je ne sais pas si elles ont eu leurs 3 doses, leur 4e dose, hein, mais bon. Et donc, du coup, ça nous a conduit à prendre une orientation différente et à proposer Ronaprev, d'autant plus que la circulation actuellement est très très forte. Donc, on a déjà une petite quarantaine de personnes qui en ont reçu dans notre centre. Ce qui est important de souligner, c'est que les hôpitaux de la région peuvent tous organiser l'administration de Ronaprev. Hein, Verdun, Bar-le-Duc, Metz, Thionville, Schumann, Nancy évidemment, Épinal. Donc tous ces hôpitaux, tous les patients ont à proximité de leur domicile un hôpital qui peut organiser l'administration de ce médicament. Ce médicament, donc j'ai dit ces indications il y a quelques instants. Donc il y a les indications de prophylaxie, pré-exposition. Et puis il y a les situations particulières de post-exposition. Quelqu'un a été en contact avec une personne Covid. Là, c'est une administration qui est différente, qui va se faire par voie intraveineuse, alors qu'en pré-exposition, elle se fait par voie sous-cutanée. Il y a même des situations de traitement précoce, puisque les quelques cas que nous avons eus ces derniers jours, les personnes ont reçu, alors qu'elles étaient positives, elles ont reçu le médicament pour renforcer leur protection. Donc c'est un atout thérapeutique de tout premier ordre, hein, que nous avons commencé à utiliser de façon significative. Donc ça se passe bien. Les injections sous-cutanées ne provoquent pas de réaction, ne provoquent pas de douleur, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de symptômes généraux comme dans les vaccins. Et donc, on s'attend à une efficacité donc, sous 2-3 jours, une efficacité qui est très prolongée, a priori plus prolongée qu'on ne le pensait au début, puisqu'on considère qu'on peut faire une sérologie à 1 mois, et si la sérologie montre toujours des anticorps, ben, c'est pas forcément nécessaire de refaire une nouvelle injection.
Je voulais confirmer quand même que apparemment, effectivement, il n'y a pas d'effet indésirable derrière, puisque au niveau de France Rhin, on s'est un peu concerté et appelé dans toutes les régions pour savoir un peu la réaction, puisque personne n'a trop de recul. Et apparemment, les seuls effets pour l'instant de vraiment probants qui est pu, c'est pour beaucoup une fatigue augmentée pendant les jours qui suivent, quoi. Mais personne n'a signalé, enfin nous, via notre canal, de cas particuliers, quoi. Alors, l'utilisation du médicament, elle est très encadrée puisqu'on doit demander une autorisation, une validation de l'indication, et on s'engage à signaler les effets secondaires. Donc, c'est un médicament qui est extrêmement surveillé. Bon, il faut aussi, bien sûr, souligner que c'est un médicament pour lequel on a un recul de à peine quelques mois ou quelques semaines, hein, donc on continuera d'être vigilant, mais l'impression actuelle est plutôt effectivement de sécurité. Donc, si on est... Madame Kako, allez-y. Si, par exemple, une personne est déclarée cas contact, donc on doit prendre rendez-vous avec notre centre pour voir si éventuellement on est admis pour une injection de Ronapreve ou pas. Voilà, tout à fait. Si, de toute façon, toute situation qui questionne, il ne faut pas hésiter à appeler, raconter ce qui s'est passé, on vous conseillera et on vous dira comment il faut agir vite et au mieux. Et moi, je me pose une question sur justement la sélection des patients pour ce qui est de la prophylaxie. C'est sûr que quand un patient immunodéprimé a été en contact avec un patient Covid+, bon, ça c'est... Mais pour les malades qui ont 0 anticorps, malgré 3 voire 4 injections, est-ce qu'ils sont systématiquement éligibles au Ronapreve? Oui. Vous les avez identifiés et convoqués? C'est comme ça que ça s'est passé? Oui. Les malades qui sont strictement négatifs ont été informés de façon individuelle qu'ils étaient négatifs, et comment ça se passe? Eh bien, depuis le mois d'août, en fait, chaque médecin tient à jour un listing des résultats de ses patients. Et donc, on s'appuie sur ce listing pour contacter les patients qui sont négatifs actuellement. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on doit savoir, parce que comme on a commencé en janvier, on doit connaître presque la totalité, sauf les derniers transplantés, tous les malades qui sont des non-répondeurs. Je pense à ça par analogie à ce qu'on a vécu avec l'hépatite B, etc. Des malades où on avait beau leur injecter des doses et des doses, et on savait bien, effectivement, c'était la même chose pour l'hépatite B, que si la quatrième n'avait pas, à la quatrième, il n'y avait pas eu d'anticorps, c'était plus la peine de continuer à les vacciner. Il fallait... Enfin, on n'avait pas à l'époque d'autres moyens, mais on abandonnait. Aujourd'hui, normalement, si j'ai bien compris, ces malades-là sont éligibles au Ronapreve, c'est ça? Absolument, oui. Et sont éligibles ceux qui sont faiblement répondants, inférieurs à 264, après une quatrième dose. Et c'est là où il y a une zone pas de discussion, quoi, mais parce que le vaccin AstraZeneca, pardon, pas le vaccin AstraZeneca, l'anticorps neutralisant avec AstraZeneca, qui va être disponible dans les prochains jours, il sera plutôt indiqué pour ces personnes qui sont entre 4 et 264. Le Ronapreve étant réservé pour les gens qui sont vraiment complètement négatifs. Bon, c'est des ajustements qui se font en fonction des indications, des molécules disponibles, etc. Donc, mais bon. Et alors, un élément important, Mme Kessler, par rapport à ce que vous dites, c'est que ce qu'on constate actuellement, c'est qu'il y a quand même un nombre non négligeable de patients qui contre l'administration de Ronapreve. Hein. Il y a des gens qui ne veulent pas. C'est pas du tout. C'est pas une. Qu'est-ce qu'il y a eu comme rumeur autour de ce Ronapreve qui a pu comment dire ça, effrayer nos patients?
Rien d'inquiétude. Non, parce qu'on on a des appels où les gens nous posent la question, effectivement, et j'en ai pas mal qui le font, mais je ne dis pas contraint, ce serait pas juste de dire ça, mais ils le font parce qu'il faut bien le faire, parce qu'ils ont envie de revivre un peu, mais ils sont inquiets, et voilà quoi. Donc, d'où au niveau national qu'on a fait une petite enquête, bon, il n'y a rien de scientifique pour savoir s'il y avait des effets, etc. Justement pour... Non, il y a une Ça appréhension. veut dire peut-être qu'il y a une communication à faire, Monsieur Févotte, une communication pédagogique. Enfin, je veux dire qu'il y a à informer les malades. On a mis des mois pour les informer sur la vaccination, pour lever toutes les croyances, les craintes, etc. Il faut recommencer maintenant avec l'anticorps monoclonal. Non, mais Parce que là, c'est sûr que ce n'est pas un vaccin. Donc les gens ne savent pas ce que c'est. Non, mais vous avez dit juste, Mme Kessler, les gens qui appellent, d'abord, ils découvrent qu'il y a le Ronapreve par leur néphrologue. Point. Je veux dire, c'est pas eux c'est les gens qui disent, ils m'envoient faire une piqûre, je dois rester 1 heure après, etc. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi? Je veux dire, voilà, en gros, c'est plutôt comme ça. Et effectivement, c'est tout neuf. Je veux dire, je vais vous donner une anecdote. Quand j'ai posé la question au niveau de notre CA pour la région, voir un petit peu dans nos départements s'ils ont des échos, etc., la moitié des membres de notre CA m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi? C'est clair. Non mais voyez, ça fait partie. C'est pas des anti, comme les anti-vax, etc. C'est de l'appréhension, de méconnaissance. Voilà. C'est comme ça que je dois reconnaître que je vous avoue que c'est compliqué, parce que si vous avez moi au sein de l'équipe ici, j'ai discuté avec l'équipe, un médecin qui discute 15-20 minutes avec un patient pour lui expliquer ce que c'est Ronapreve, s'il a 5-6 patients dans la journée, il y a le reste du travail, il y a ça peut pas être fait par les infirmières d'éducation thérapeutique. On l'a fait aussi, on l'a fait tout à fait, mais personnellement, c'est ce que j'ai demandé aux infirmières de faire parce que je ne pouvais pas demander. J'avais déjà présenté un petit peu le produit lors de la consultation générale en direct, et puis j'ai demandé aux infirmières d'expliquer. Si jamais il fallait rappeler derrière, on rappelle, mais on revient à la discussion du début où il y a tout le reste à faire, tout le suivi à faire, et ce Ronapreve, ça prend du temps aussi. Donc on est là pour ça, on fait au mieux, mais il est possible que l'information soit pas bien comprise, etc., ou nécessite d'être prise. Enfin, c'est compréhensible aussi. C'est-à-dire que je crois qu'il faut rester simple dans cette affaire-là. Il y a souvent des médicaments, je pense à celui qui a été développé pour la polykystose, qui est un médicament efficace. Donc, la première chose, c'est que le malade comprenne à quoi ça sert. Et ensuite, il y a sa tolérance. Alors, avec le Ronapreve, d'après ce que vous me dites, la tolérance est excellente. Avec le recul qu'on a, naturellement, mais elle est excellente. Oui. Ce qui fait que le message sur l'efficacité et sur la tolérance, il est assez facile, je pense, à donner. Parce que ce qui doit être dit aux malades, c'est vous n'avez pas beaucoup d'anticorps ou vous n'en avez pas du tout, vous en avez très peu, donc vous pouvez à tout moment être recontaminé et faire une forme, entre guillemets, grave. Donc pour vous mettre à l'abri, aujourd'hui, comme le vaccin ne marche pas chez vous, la seule chose qu'on peut faire, c'est ça. Et à partir de là, effectivement, s'il dit qu'il n'en veut pas, il a pris sa décision, mais en étant informé. Je sais pas comment il faut faire, mais c'est peut-être parce que si ça concerne quelques dizaines de malades, je ne sais pas quel est le nombre total de patients qui pourraient en bénéficier. C'est complexe parce qu'actuellement, on a envoyé beaucoup de 4e doses. Donc, on est en train d'attendre le résultat des sérologies après la 4e dose, voir si des gens continuent de ne pas répondre, auquel cas, on les fera venir. Donc, c'est de complètement négatif. Là, on estimait à une centaine de personnes. Et on a 70 rendez-vous programmés.
Et bon, il y a aussi des gens qui, comme je vous dis, qui veulent pas venir. Donc bon. C'est une chance. C'est une chance d'avoir un traitement comme celui-là. Mais oui, absolument. Oui, bien sûr. Juste bien sûr. après Bien sûr, le ça fait quand vaccin, même deux choses importantes en très peu de temps. Oui, tout à fait. Monsieur Bushman, vous avez une question? Oui. Ben, moi, je voulais juste rajouter un petit truc. Malgré le fait de la vaccination et puis des injections du Ronaprev, il reste toujours à respecter les gestes barrières. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Je pense qu'il est nécessaire de faire un rappel vraiment à ce sujet-là, parce que ça devient, je m'excuse de l'expression, mais du n'importe quoi, pour certains. Je pense que l'alerte que vous donnez, Monsieur Bushman, elle est importante à l'horizon des fêtes. C'est sûr qu'il va falloir faire quand même un petit peu attention. Bon, c'est un peu triste, bien sûr. On aimerait bien, on était content d'avoir retrouvé, mais là, en ce moment, bon. D'autant plus, quand même, que la mauvaise nouvelle, c'est le taux d'infestation, puisqu'ils ne sont pas malades, les bons petits, le taux d'infestation des enfants est vraisemblablement énorme. Et donc, Noël, c'est quand même le moment où toutes les générations se retrouvent avec des petits. Et je pense qu'il va falloir rappeler que à la comment dire ça, génération intermédiaire, c'est-à-dire les parents, que il faut protéger papy-mamie. D'autant plus qu'il est qu'il est immunodéprimé. C'est encore plus. Tout à fait d'accord avec vous. Mais bon, il y a tout un cercle familial à protéger et puis à respecter. Il y a des choses, quand on voit le nombre de classes qui ferment à l'heure actuelle, c'est quand même, ça devient effarant, quoi. Et encore, ça n'est que le sommet de l'iceberg, ce qui est tout à fait. Il y a plein d'enfants qui sont porteurs et on ne le sait pas. Oui. Et puis le nombre des classes fermées augmente tous les jours en ce moment. Ouais. Donc, c'est ça, rappeler attention, en particulier aux échanges, aux bisous, etc. Comme je disais, moi, ça fait 2 ans que je n'ai pas embrassé mes petits-enfants. Ça ne me pose pas de problème parce que je les vois, mais voilà, on ne s'embrasse pas. C'est comme ça. Et ça donc, Madame Stoss, une question, Madame Stoss? Moi, j'ai une question. Alors, qu'est-ce qu'une personne immunodéprimée doit faire lorsque dans son entourage familial, certaines personnes ne sont pas vaccinées, ne veulent pas porter le masque, et que c'est en lien direct familial? Il ne faut pas les prendre. Vaut mieux les éviter, c'est un petit peu... Moi, c'est ce que j'ai à dire. Moi, s'ils ne sont pas vaccinés, s'ils ne veulent pas porter le masque, ben, ils ne viennent pas, puis c'est tout. Et c'est ça le souci, quoi. Ça crée des problèmes familiaux. C'est une décision très compliquée à prendre, c'est clair. Mais cette situation, elle est rapportée de façon non rare, donc. Mais bon, là, vis-à-vis de vous, il faut qu'il y ait. Vous pouvez pas, comment dire, prendre le moindre risque, donc c'est. Faut les éviter. Égoïste et penser un peu à soi dans des moments comme ça. Qui représente un danger. C'est ça qui est difficilement compréhensible, parce que c'est des gens qui vous sont proches, des gens qui vous aiment, et qui n'aient pas compris que en faisant ce qu'ils font, ils vous mettent en danger. C'est dans ce sens-là. C'est pas de l'égoïsme de la part C'est normal qu'on se protège. C'est plutôt en face, on a du mal à comprendre comment ces gens-là fonctionnent, quoi. Absolument. Monsieur Dru, vous avez une main levée depuis un moment? Oui, je voulais juste... je pense que tous ceux qui se sont fait vacciner 4 fois ne vont pas être difficiles à convaincre pour avoir des injections de Ronaprev. Par contre, vous avez laissé sous-entendre que cette injection serait à multiplier, à répéter dans le temps. Est-ce qu'on sait déjà la fréquence?
Au départ, la fréquence d'administration du Ronapreve, c'était toutes les 4 semaines. L'injection du Ronapreve. Mais comme je disais, les sérologies qui ont été réalisées chez les personnes qui ont reçu ce médicament montrent que leur taux d'anticorps, un mois après l'administration initiale, est très élevé. Et donc, on est plutôt avec l'idée qu'il ne sera peut-être pas nécessaire de faire autant d'injections. Et donc là aussi, je souligne que l'anticorps monoclonal AstraZeneca sera a priori à administrer une fois par an. Donc, ça évitera ces injections répétées. Ok, merci. Monsieur Cuevas. Oui, mais j'avais 2 questions. Sur l'AstraZeneca. Attendez, monsieur Dru, vous pouvez juste couper. Voilà. Allez-y, monsieur Cuevas. Sur l'AstraZeneca, c'est comme pour le vaccin. C'est Oxford qui l'a fabriqué, donc c'est gratuit ou presque, ou celui-là, non, c'est un labo et donc c'est assez cher. J'ai pas la réponse. Et là, vous avez coupé votre micro, Mme Kessler. En autorisation d'utilisation précoce, comme on dit. Alors, le prix n'est pas encore fixé, mais d'après ce que j'ai entendu dire, forcément, comme il a montré une supériorité par rapport au Ronapreve, il va être un peu plus cher. Et puis d'autant plus cher qu'il ne sera administré qu'une fois dans l'année, alors que le Ronapreve, c'est 12 injections. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en valeur unitaire, il va être beaucoup plus cher, mais on fera qu'une injection. On peut aussi souligner que les laboratoires, ils font des efforts parce que le laboratoire Roche va mettre des moyens financiers pour pouvoir suivre l'évolution des personnes qui ont reçu Ronapreve. C'est pas des petits moyens financiers, donc je suis d'accord qu'il faut être vigilant et pas payer trop cher, mais c'est une situation particulière. Et bon, je pense que bon. Monsieur Cuevas, vous avez une seconde question? J'avais une deuxième question, c'était est-ce qu'on a une idée du nombre de patients dialysés et greffés vaccinés, ou non vaccinés plutôt? Ça, vous avez les taux par le biais de l'Agence de la biomédecine. On est de l'ordre de plus de 90% pour les dialysés et les transplantés dans notre région, en Grand Est. C'est très très élevé. On est très largement au-dessus de la moyenne nationale. C'est l'assurance maladie qui regarde dans ses bases de données les personnes transplantées et celles qui ont été vaccinées. Donc là, mais ça fait un moment. C'est depuis la fin de l'été, on est à des niveaux très très élevés. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous prend de court un petit peu, ce qui fait qu'on propose le rappel, 4e dose rappel, c'est que comme ça, la vaccination a commencé tôt dans cette population, il faut déjà réagir et faire un rappel. Oui, d'autant plus, indépendamment de tout aspect scientifique, de recherche, ce que vous avez dit, Luc, que vous voyez réapparaître des cas, y compris chez des gens qui ont été vaccinés maintenant, alors qu'on a été tranquille pendant plusieurs mois, semble bien montrer que, voilà, on revient dans un creux là. Et s'il y a s'il y a des malades qui se contaminent alors qu'ils ont été vaccinés, ça veut bien dire qu'il faut rebooster. Et la question, c'est qu'il ne faut plus parler de rappel. Quelqu'un, je ne sais plus si c'est De Frécy ou qui disait, il ne faut pas parler de rappel, il faut parler de réinjection, parce que par rapport aux autres vaccinations qu'on connaît, les classiques, on dit toujours une injection à rappel ou 2 injections à rappel. Non, c'est pas comme ça du tout la Covid. Ça sera des réinjections tant que le virus sera là et qu'on n'aura pas réussi à déclencher une réponse vaccinale prolongée. Parce qu'à l'heure actuelle, on sait faire une réponse vaccinale, mais elle n'est pas prolongée. Elle dure moins longtemps que la réponse vaccinale à la grippe. Parce que vous savez que la grippe, c'est 1 par an de réinjection.
C'est pas des rappels, c'est tous les ans on se vaccine. Et ben, avec la Covid, c'est la même chose. C'est des réinjections. Et pour l'instant, ben, on suit les données. Là. Après, professeur Frima, vous donnez les chiffres de vaccinés sont des moyennes. On a quand même des zones un peu plus compliquées, quoi. Je pense notamment les Vosges, Metz, où il y a moins de, notamment les centres de dialyse, où c'est pas aussi bon que ça, quoi. Et on a et les infirmières n'arrivent pas à communiquer sur ce sujet, quoi, malgré tous les efforts. Hein. Dans chaque centre de dialyse, il y a une petite proportion de patients effectivement qui ne sont pas vaccinés. Hein, nous c'était 4 sur 66. Bon, c'est pas beaucoup, quoi. Donc mais c'est irréductible. Hein, et là, c'est dans le mauvais sens. Astérix et Obélix, on aime bien ces irréductibles-là, mais les irréductibles. Est-ce que vous les avez isolés? Les 4. On prend des précautions. C'est des personnes qui sont fragiles psychologiquement souvent. Hein. C'est ça, il faut le souligner. Hein. C'est des gens qui sont globalement fragiles. Hein. C'est spécial. Donc bon, on est obligé ces personnes-là le personnel est extrêmement vigilant à ce que ces personnes-là soient pas contaminantes et c'est difficile. Hein. Est-ce qu'on a fait le tour de la question? On a encore 5 minutes pour une dernière question. Du virus et... Madame Cacot, oui. J'ai une question qui est plus ou moins personnelle. Je pense qu'elle pourra intéresser d'autres personnes. En étant vaccinée 4 fois, en ayant quand même un taux d'anticorps respectable, et en me protégeant ou en se protégeant avec un masque, est-ce qu'on peut vivre actuellement que la pandémie est quand même assez haute au milieu de la société normalement? Parce que... si vous m'auriez posé la question il y a un mois, j'aurais dit moi je aller au restaurant avec le pass sanitaire, ça va. Aller au spectacle avec le pass sanitaire, ça va. Bon. Aller dans une grande réunion où il y a plein de monde, je disais que c'était difficile parce que bon, on pouvait pas, là où il n'y avait pas de pass sanitaire, bon. Là actuellement, je crois qu'il faut être prudent pour quelques semaines. Hein, mais bon, si vous allez voir un film que personne ne va voir et s'il y a 10 personnes dans la salle, ça ira. Enfin, Actuellement, moi, je suis des cours avec 12 personnes. Comment? Les cinémas n'ont pas été considérés par la fameuse enquête de l'Institut Pasteur comme étant un endroit où on se contamine. Et moi, je suis une cinéphile forcenée, donc je vais au moins une fois par semaine au cinéma. Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de risque parce qu'il n'y a personne. Il n'y a pas grand monde dans les cinémas. Même pour les grands films, il y a... Et alors, ce qui est très drôle, c'est quand les gens arrivent dans la salle, ils regardent, alors le premier, il se met là, le deuxième, il se met là, le troisième... Les gens se répartissent de façon très, très intelligente, mais il n'y a pas grand monde. Oui, mais je crois qu'il ne faudra pas aller voir les tuches. Hein. Parce que là, à mon avis, vous allez être serré. Moi, je n'irai pas le voir. Alors oui, non, mais je me doute bien. Madame Cacot, vous disiez que vous étiez sur un cours où il y avait 12 personnes. Actuellement, oui, je suis obligée de suivre des cours et je me retrouve dans une salle avec 12 personnes. On n'exige pas le pass sanitaire parce que ce n'est pas demandé. Et je vous avouerai franchement qu'étant vaccinée 4 fois, j'ai quelques anticorps quand même, je ne me sens pas à l'aise. Et je me suis fait un cadeau, je m'achète des masques FFP2. Et même avec ça, je suis toujours un peu angoissée d'être enfermée dans cette salle avec ces gens-là. Et je me demandais s'il fallait que je continue ou pas. Oui, je comprends. Si la salle est assez grande, si la salle est ventilée, oui, c'est ça. Bon. Au niveau des établissements hospitaliers et de très nombreuses entreprises, vous avez entendu, hein, toutes les situations de réunion à plusieurs personnes ont été transformées en Teams. Hein, donc, bon.
peut pas avoir lieu en visio, votre formation? Non, pas pour l'instant, mais je pense que voilà, c'est pas une obligation impérieuse pour moi. Parce Donc qu'il y a je pense beaucoup que je de vais mettre ça formations qui ont été entre parenthèses. maintenant. Oui. Ouais, c'est délicat. On doit de nouveau faire attention. Très attention, oui. Monsieur Chartier, j'ai regardé votre dossier. Si votre vaccin remonte à plus de 3 mois, il faut faire la 4e dose. Non, merci, monsieur Frimat. Je voulais La juste rajouter quelque chose. consultation est finie. Je voulais juste rajouter quelque chose pour tout le monde et à Madame Piaco. Alors après, c'est moi qui fais ça. Est-ce que c'est bien ou non? Sitôt que je vois que l'incidence commence à dépasser les 50 sur 100, moi, je m'auto-confine, je me mets des restrictions, je ne vais plus au restaurant, je ne sors plus et je ressors mes masques FFP2. Maintenant, est-ce que c'est bien? Moi, je pense que je me gère. Alors après, c'est dur, hein, en ayant une petite fille et tout ça, c'est vrai que je la prive de certaines choses. Mais voilà, est-ce que c'est bien de faire comme ça, de s'auto-gérer quand le taux d'incidence commence à monter trop haut? Oui, c'est vrai que c'est très Et haut. moi, je pense que ça, c'est très important ce que vous dites, Monsieur Chartier, parce que c'est quand même depuis presque 2 ans, les patients ont pris des bons réflexes et il faut quand même s'appuyer là-dessus. Et Mme Kako, vous, on voit bien que vous réfléchissez, vous adaptez. Donc, il y a des réflexes d'adaptation et de protection qui sont aussi très efficaces avec les gestes barrières. Donc, je pense que ça, c'est vraiment à mettre en avant et plutôt côté positif, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est un peu lourd sur la situation familiale aussi, des fois. Bien sûr, bien sûr. C'est lourd et c'est long. Oui, c'est lourd, c'est long, c'est les fêtes, c'est bon. Allez. Est-ce qu'il y avait une toute dernière question, Monsieur Févotte, quelque chose auquel il faudrait répondre rapidement? Non, parce qu'il sera trop tard. Vous ne pourrez pas répondre, mais vous deviez nous parler du Foxy-Gras, là, je ne sais pas, le nouveau médicament. Là, mais ça sera pour une prochaine fois, parce que j'ai essayé de regarder, ça m'a paru bien compliqué comme sujet. Donc, en 2 oui, on ne minutes, peut pas vous faire en pourrez 2 pas. minutes. Hein. Je vois. C'est Forxiga, Oui, Forxiga, voilà. F-O-R-X-I-G-A. D'accord. Il n'est pas facile, oui. C'est un médicament qui marche bien. On vous met l'eau à la bouche. Voilà, rendez-vous au prochain épisode. Voilà, très bien. Quand on l'aura essayé un petit peu. Moi, je l'ai utilisé chez une quinzaine de personnes et des personnes qui ont vraiment... alors, c'est très peu, il y a très peu d'indications chez les transplantés, j'insiste. Hein. C'est plutôt un médicament qui est destiné aux personnes avant la suppléance avec une clairance, un DFG entre 25 et 60. Et bon, mais parfois exceptionnellement chez certains transplantés, mais en tout cas, c'est un médicament qui apporte vraiment, on le voit, comment dire, un bénéfice important. On en reparle. Bon, écoutez, il me reste à vous souhaiter de très heureuses fêtes de fin d'année, malgré tout cela. Et puis, on est toujours bien sûr à votre écoute et on fera un autre webinaire dans les prochains mois, quand vous le souhaiterez. Très bien, merci beaucoup, monsieur le professeur Frimat, madame Kessler, messieurs, mesdames. Au revoir, messieurs, dames. À bientôt. Bonne fête à tous. Merci beaucoup. Au revoir. C'est précautions. Voilà. Ça a bien passé.